L'anime commence avec un gars nommé Xiao Hui qui vient de se réveiller après une bonne nuit de sommeil. Pris de panique, il se précipite dans la chambre de sa petite sœur, Xiao Bei, pour la réveiller. Les deux quittent la maison en trombe en courant, car ils savent que l'empereur Yama ne manquera pas de les réprimander. Dans le palais, Yama est en colère en attendant l'arrivée de Xiao Hui et Xiao Bei. Il dit à son assistante, une femme nommée Sha, qu'il va les virer tous les deux. Finalement, ils arrivent devant Yama, et il leur demande des nouvelles de la mission qu'il leur avait confiée. Mais ils répondent tous les deux en même temps qu'ils n'ont pas encore réussi à la terminer. Entendant leur réponse, Yama se met immédiatement en colère, car cela fait déjà 6 mois qu'ils ont rejoint les guerriers noirs et blancs sans jamais avoir accompli leur mission. Xiao Hui et Xiao Bei travaillent en tant que membres des guerriers noirs et blancs, ou faucheurs d'âmes. Leur version du travail de faucheur n'est pas seulement de prendre des vies humaines, mais aussi de maintenir l'équilibre du monde en traquant les esprits maléfiques qui sèment le chaos dans le monde des humains. Toujours en colère, Yama leur confie alors une nouvelle mission, à savoir traquer les esprits maléfiques dans le monde des humains. Les deux se précipitent vers le quai pour monter à bord d'un grand navire qui s'apprête à partir pour le monde des humains. Ensuite, Xiao Hui percute accidentellement un autre guerrier noir et blanc, un homme masqué nommé Lei. Une fois arrivés sur le navire, Xiao Hui et Lei semblent toujours en mauvais termes. Xiao Hui se moque même de Lei. C'est alors qu'intervient une femme nommée Lu Shu, qui calme Lei pour qu'il ne s'emporte pas. Lu Shu dit que Lei est le plus grand guerrier noir et blanc de notre époque. Cependant, Xiao Hui réplique qu'ils deviendront les plus grands guerriers noirs et blancs. Ensuite, Xiao Hui et Xiao Bei se dirigent vers le pont du navire en attendant l'heure du départ. Pendant ce temps, un petit garçon se bat contre des voyous qui le harcèlent. Étonnamment, il parvient à les battre tous seuls. Il s'avère que l'enfant est possédé par un esprit maléfique, la cible de Xiao Bei et Xiao Hui. L'esprit maléfique montre immédiatement sa puissance, mais les deux s'enfuient en courant de peur. L'esprit maléfique sort du corps du garçon et les poursuit jusqu'au toit d'un bâtiment, où ils engagent le combat. Xiao Hui et Xiao Bei semblent dépassés par l'esprit. Même Xiao Bei perd connaissance après avoir été attaqué par l'esprit maléfique. Heureusement, Lu Shu vient à leur secours et attaque l'esprit maléfique. Elle le bête facilement et le transforme en une petite boule volante. Une fois sa mission accomplie, elle les quitte immédiatement sans dire un mot. Xiao Hui et Xiao Bei se font réprimander par Yama pour avoir encore échoué à accomplir leur mission. Peu de temps après, un homme nommé Zong, qui est le père adoptif de Xiao Hui et Xiao Bei, se présente devant Yama. Sha demande pourquoi Zong est venu, mais avant que Zong ne puisse répondre, Yama interrompt leur conversation et ordonne à Sha de confier une nouvelle mission à Xiao Hui et Xiao Bei. Après leur départ, Zong a déclaré que le sceau actuel de Tianchi s'était fissuré et était sur le point de se briser. D'un autre côté, Xiao Hui et Xiao Bei sont chargés de tuer un homme de bande dessinée inconnu, ils surveillent donc tous les deux les mouvements de l'homme. Bientôt, l'homme a été approché par une femme nommée Xiao Xia, qui est mannequin. L'homme semble aimer Xiao Xia qui prend soin de lui, même ce jour-là, elle est venue lui remonter le moral et lui donner à manger. Il semble qu'ils s'aiment tous les deux. Après le départ de Xiao Xia, Xiao Hui dit alors à Xiao Bei de s'acquitter immédiatement de sa tâche consistant à se suicider. Il s'avère que les guerriers noirs et blancs font toujours mourir leur cible de manière naturelle et raisonnable. Ainsi, la plupart d'entre eux font s'écraser et mourir leur cible. Peu de temps après, ils ont quitté l'appartement et se sont rendus dans le jardin, à la recherche d'un pot de fleurs pour tuer l'homme. Mais Xiao Hui voit l'homme prendre un taxi et quitter son appartement, donc leur plan initial échoue. Les deux poursuivent toujours l'homme. Xiao Hui se fait passer pour un mendiant. Cependant, comme l'homme n'avait pas d'argent, il ne lui a donné que $2. Voyant cela, Xiao Hui était en colère et a expliqué pourquoi si peu d'argent était donné aux mendiants. Après cela, l'homme offre un morceau de sandwich qui constitue son déjeuner pour Xiao Hui. Il s'est avéré que l'homme s'était rendu au bureau de l'éditeur pour lui remettre sa BD. Cependant, une rédactrice qu'il a rencontrée a insulté les bandes dessinées de l'homme et les a qualifiées de bandes dessinées à l'ancienne. L'homme a déclaré que depuis 10 ans, il a toujours travaillé dur et n'a fait que des bandes dessinées qu'il aime, sans suivre la tendance actuelle. La femme a dit méchamment qu'il valait mieux qu'il saute du haut du bâtiment s'il ne parvenait pas à atteindre ses objectifs jusqu'à présent. Il s'avère que la femme est possédée par Xiao Hui, donc l'homme se sent frustré et veut mettre fin à ses jours parce que sa bande dessinée est rejetée. L'homme est en fait monté au sommet du bâtiment pour commettre l'impensable. Mais il hésite en pensant à Xiao Xia qui tient toujours à lui. Bientôt, il a vu Xiao Xia marcher tout en embrassant un homme sous le bâtiment. Mais il s'avère que ce n'est qu'une illusion créée par Xiao Hui. En fait, Xiao Hui n'a pas le cœur de tuer cet homme parce que c'est un homme bon. Lorsque l'homme a sauté du haut du bâtiment, Xiao Hui, qui a vu le sandwich qu'il lui avait donné, a demandé à Xiao Bei de l'aider. En arrivant en bas, les gens ont eu peur car ils ont vu l'homme sauter du haut du bâtiment mais n'ont pas été blessés. La rédactrice qui s'était réveillée a immédiatement rencontré l'homme parce qu'elle avait lu ses bandes dessinées. Elle était intéressée et coopérerait avec l'homme, et elle conclurait même un contrat pour lui. Pendant ce temps,
Xiao Shui et Xiao Bei pleurent ensemble parce que leur mission a encore échoué. D'un autre côté, on voit Lei en train de s'entraîner en utilisant un robot comme adversaire avec une difficulté infernale. Il était initialement en difficulté et repoussé par les attaques du robot, mais il s'est relevé et a attaqué le robot jusqu'à ce qu'il soit écrasé. Pendant que Lei s'entraîne, on découvre que Lu Shu est également là, simplement pour le regarder tout en buvant de l'alcool. Lei dit alors à Lu Shu de s'entraîner, mais Lu Shu, qui est forte, répond qu'elle a juste besoin de manger et de s'amuser. Peu de temps après, un subordonné de Yama vient les informer que le sceau actuel de Tianchi a été fissuré. Il ajoute que Yama a plutôt chargé Xiao Shui et Xiao Bei de mener à bien une mission près du sceau. Actuellement, ils sont piégés à l'intérieur du sceau. La scène passe alors à Xiao Shui, qui vient de se réveiller dans un endroit étrange. Xiao Shui se souvient seulement qu'avant de perdre connaissance, Sha leur a donné une mission improvisée consistant à prendre la vie d'un grand-père scientifique à bord d'un sous-marin. Cependant, le grand-père atteint d'une maladie terminale a demandé à Xiao Shui de l'emmener faire une promenade pour voir les environs près du sceau de Tianchi. Cependant, Xiao Shui se retrouve maintenant piégé dans le sceau de Tianchi. En même temps, Xiao Bei parvient à se sauver grâce à une capsule de sauvetage. Sur le bateau, Xiao Bei se fait réprimander par Zong pour avoir laissé Xiao Shui disparaître sous le lac. Puis vient un homme nommé Beilong, qui calme Xiao Bei et lui dit d'arrêter de pleurer, en lui disant de ne pas s'inquiéter car l'équipe de chasse aux esprits est déjà partie à la recherche de Xiao Shui. Xiao Bei demande pourquoi le sceau de Tianchi a fait paniquer les chasseurs d'esprits. Beilong explique que Zong avait déjà vaincu les 100 esprits les plus malveillants et les avait enfermés dans le sceau. Pendant que Beilong racontait l'histoire, le sceau se brisa finalement complètement, libérant les esprits qui commencèrent à s'échapper. Pendant ce temps, Xiao Shui, qui continuait de se promener à travers l'endroit, était frustré car il ne pouvait pas trouver de sortie jusqu'à ce qu'il entende une voix. Il se dirigea immédiatement vers la source du son et découvrit une statue géante sur laquelle se tenait un homme nommé Sansan Uzi. Sansan déclara qu'il était enfermé là depuis 1000 ans. Pendant ce temps, Zong, sur le navire, paniqua en voyant les esprits commencer à s'échapper. Il dit à Beilong d'envoyer tous les chasseurs d'esprits au sceau de Tianchi. Peu de temps après, un esprit géant apparut. Zong dit que c'était l'un des 100 esprits maléfiques qu'il avait scellés. Pendant ce temps, en bas, Xiao Shui continue de discuter avec Sansan. Il dit qu'à ce moment-là, Xiao Shui est rentré chez lui. Xiao Shui se sent alors confus quant à la signification des paroles de Sansan. Ensuite, Sansan s'approche de Xiao Shui et dit que sa mémoire s'aggrave ou que les guerriers noirs et blancs lui ont fait quelque chose, ce qui fait que Xiao Shui a oublié son passé. Peu de temps après, Sansan attache Xiao Shui avec des chaînes en fer tout en révélant tous les esprits enfermés dans cet endroit. À ce moment-là, il dit quelque chose de surprenant car il affirme que Xiao Shui était l'un de leurs membres. Sur le bateau, la gigantesque figure spirituelle semblait furieuse envers Zong car il l'avait maintenu emprisonné pendant tout ce temps. Cependant, Zong possédait une force inattendue. Avec un simple crachat, il pouvait détruire cette énorme figure spirituelle. Après cela, Zong avait l'intention de descendre directement au fond du lac pour sauver Xiao Shui, tandis que Beilong était chargé de préparer une arme appelée le canon Jinko. Pendant ce temps, Xiao Shui n'arrive toujours pas à croire les paroles de Sansan, alors il utilise sa force pour défaire les chaînes qui le retiennent. Pendant ce temps, Sansan absorbe l'énergie spirituelle pour augmenter sa force, tout en continuant à dire que Xiao Shui est son ami. Zong était déterminé à descendre immédiatement sous le lac pour sauver Xiao Shui, même s'il ne voulait pas écouter les conseils de Beilong selon lesquels c'était très dangereux. Bientôt, Lu Shu arriva sur le bateau, et Zong laissa Xiao Bei à Lu Shu. Il conseilla ensuite à Beilong que s'il ne revenait pas dans l'heure, il devait tirer avec le canon Jinko. Mais Beilong pensait que c'était trop dangereux, car Zong et Xiao Shui pourraient aussi être tués. Cependant, Zong réussit à convaincre Beilong de faire exactement cela. Pendant ce temps, Xiao Shui continue d'observer Sansan, qui absorbe une autre aura spirituelle. Ensuite, un esprit chauve arrive et s'apprête à attaquer Sansan, mais Xiao Shui le protège et attaque le corps spirituel de l'esprit. Cependant, l'esprit ne disparaît pas, car son corps spirituel se transforme en aura noire puis attaque et enserre le corps de Xiao Shui. Sansan explique que bien que le sceau dans lequel il se trouve soit appelé le grand sceau des 100 fantômes, il n'y a en réalité que 99 esprits piégés, car le 100e est Xiao Shui. Peu de temps après, l'esprit chauve entre dans le corps de Xiao Shui, le plongeant dans une grande douleur. Xiao Shui, souffrant, est ensuite possédé par d'autres esprits par Sansan, afin que Xiao Shui devienne assez puissant pour devenir sa nourriture. Sans le savoir, Sansan a inséré trop d'esprits dans le corps de Xiao Shui, le transformant en démon. D'un autre côté, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le sceau, Zong fut bloqué par les 3 esprits devant le sceau. Soudain, il ressentit une aura émanant du corps de Xiao Shui. À l'intérieur, Sansan attaque Xiao Shui, qui est devenu un démon, mais il est vaincu car, à ce moment-là, la force de Xiao Shui est supérieure à la sienne. Zong voulait également sauver immédiatement Xiao Shui. Cependant,
Les trois esprits le bloquaient toujours. Après cela, Zong sortit son épée appelée la lame tranchante des fantômes, avec laquelle un seul coup pouvait vaincre les esprits. Ensuite, il se dirigea directement dans le trou pour chercher où se trouvait Xiao Shui. La lutte n'était pas encore terminée. Sansan attaqua à nouveau Xiao Shui, disant qu'il voulait aider Xiao Shui à se souvenir de son passé. Après avoir été touché par le pouvoir de Sansan, Xiao Shui se souvint de lui-même et d'une fille nommée Xiao Yuan. Voyant que Xiao Shui ne bougeait pas, Sansan le saisit immédiatement, tandis que Xiao Shui essayait toujours de se rappeler son passé. Lorsque Sansan s'apprêtait à dévorer Xiao Shui, Zong arriva soudainement. Zong attaqua immédiatement Sansan, mais il s'avéra que Sansan retenait l'attaque de son épée lame tranchante des fantômes. Ensuite, Zong déchaîna encore plus de puissance pour l'attaquer. La scène change pour révéler le passé de Xiao Shui. Il s'avère que Xiao Shui était le fils du roi. À l'époque, il rencontra sa mère, qui était une reine. Elle était inquiète parce que sa petite fille, Xiao Yuan, était prédestinée à devenir l'incarnation du démon renard. À ce moment-là, sa mère conseilla à Xiao Shui de toujours prendre soin de Xiao Yuan, quelles que soient les circonstances. Peu de temps après, un garde royal vint rapporter à la reine que les nobles s'étaient rassemblés dans leur palais pour pousser l'empereur à tuer Xiao Yuan. La rumeur de l'incarnation du démon renard s'était largement répandue dans le royaume. Sur le bateau, Xiao Bei, qui avait entendu les paroles de Bélon selon lesquelles Xiao Shui avait été avalé par un esprit nommé Sansan, resta immédiatement silencieuse et ne pouvait pas le croire. Pendant ce temps, Xiao Shui était dans un endroit appelé le vide, ou l'espace après la mort. Dans ce royaume, la conscience de Xiao Shui était divisée en trois, sa propre conscience, sa conscience sous forme de démon et sa conscience en tant que prince. Et les bribes de son passé, il les connaissait de sa conscience en tant que prince. Le flashback du passé de Xiao Shui se poursuit. La reine rencontre un vieil homme sage et explique que leur dynastie est en ruine à cause de la naissance de Xiao Yuan, qui causera des catastrophes partout. Bientôt, une nouvelle dynastie commença à se former, et les soldats de la nouvelle dynastie essayèrent de se débarrasser de tous ceux de l'ancienne dynastie. Alors, la reine prit ses deux enfants et s'enfuit de là. Mais peu de temps après, ils parvinrent à traverser un passage secret. Xiao Yuan tomba et pleura jusqu'à ce que sa voix soit entendue par les soldats. La reine sauva ses deux enfants et se sacrifia, puis elle conseilla à ses enfants de rencontrer un homme nommé le général Shu qui les aiderait certainement. La scène revient sur le bateau. Lu Shu demanda si le canon Janko était prêt, comme Zong l'avait ordonné de le tirer dans l'heure après son départ. Bélon répondit que l'arme n'était pas prête à être tirée car cela prendrait du temps pour la lancer. Ensuite, Lu Shu rencontra Xiao Bei, qui pleurait. Xiao Bei lui dit immédiatement qu'elle savait depuis longtemps que Xiao Shui n'était pas son véritable frère. Elle sait même que Xiao Shui est l'incarnation de l'un des 100 démons. Pendant ce temps, dans l'espace du vide, une autre conscience de Xiao Shui apparaît, celle de sa mémoire lorsque lui et Xiao Yuan ont quitté le royaume. L'histoire passée de Xiao Shui se poursuit. Xiao Shui et Xiao Yuan parviennent enfin à rencontrer le général Shu. Cependant, il les trahit et les livre tous les deux à la nouvelle dynastie. Ensuite, Xiao Yuan fait perdre connaissance à Xiao Shui pour qu'il ne voit pas le pouvoir du démon renard qu'elle possède. Finalement, Xiao Yuan tue le général Shu et les deux hommes qui l'accompagnaient. Après cet incident, Xiao Shui et Xiao Yuan vivent dans la misère dans un temple abandonné. Jusqu'à présent, ils ne pouvaient manger qu'un morceau de pain. Xiao Yuan s'ennuie de toujours manger du pain. Elle veut manger autre chose. Xiao Shui décide de chercher de la nourriture en ville. Après le départ de Xiao Shui, Xiao Yuan révèle sa véritable forme de démon renard. Bientôt, les guerriers noirs et blancs viennent au temple pour la capturer. À leur grande surprise, ce sont les Lu Shu qui capturent Xiao Yuan. Pendant ce temps, Xiao Shui, qui a réussi à obtenir de la nourriture pour Xiao Yuan et est en route pour rentrer chez lui, entend les résidents dire que la fille de la dynastie précédente va être exécutée. En entendant cela, Xiao Shui se précipite vers l'endroit où se sont rassemblés les résidents. À son arrivée, il voit les Lu Shu remettre Xiao Yuan à la nouvelle dynastie pour être exécuté. Xiao Yuan doit être exécuté en étant attaché et tiré par 5 chevaux qui partiront dans des directions différentes. Une fois leur tâche accomplie, Lu Shu et les partent immédiatement, mais Lu Shu affiche un regard de regret. Lorsque Xiao Shui arrive sur les lieux, il voit Xiao Yuan être exécuté jusqu'à ce que sa tête soit coupée et roule devant lui. Il ressent une grande tristesse car il avait promis de toujours veiller sur elle. Peu de temps après, Xiao Shui meurt sur place car il est bombardé de plusieurs lances qui transpercent son corps par les soldats de la nouvelle dynastie. Ailleurs, Lé et son robot cherchent un maître dans le 6e palais de l'enfer pour demander de l'aide. Par la suite, il rencontre un homme nommé Yao Renju, l'un des 10 généraux de l'enfer, Léo Partel. Renju attaque Lé, mais la mère robot dit qu'ils ont besoin de l'aide d'un maître du 6e palais pour résoudre le problème dans le sceau de Tianchi. Après avoir entendu cela, Renju les emmène rencontrer un autre général de l'enfer nommé Siku Tongron, l'un des 10 généraux de l'enfer, Fichil.
Ku dit que le 6e palais de l'enfer n'est pas sous la juridiction des guerriers noirs et blancs, ce qui signifie que les généraux ne veulent pas les aider. Ku ordonne à Lei de dire à Zhang de retourner immédiatement au 6e palais de l'enfer. Lei demande si la jambe de Ku est cassée, ce qui l'empêche de venir voir Zhang en personne. En entendant les paroles de Lei, Ku se met en colère et laisse échapper sa puissance. Peu de temps après, 2 généraux de l'enfer arrivent, une générale nommée Dong Ting, la plus puissante des 10 généraux de l'enfer, et une autre générale nommée Fu Fu. L'arrivée de Dong Ting fait instantanément disparaître l'arrogance de Ku. Ku provoque Dong Ting en lui disant de ne pas aider les guerriers noirs et blancs, mais Fu Fu et Dong Ting disent qu'elles transmettront le message au maître. La scène revient à Xiao Shui, qui ne croit pas au passé qu'il a vu. Sa conscience démoniaque lui dit également que les guerriers noirs et blancs ne l'ont utilisé que comme un chien de garde. D'un autre côté, Zhang et Sansan continuent de se battre. Sansan semble toujours capable de résister aux assauts répétés de Zhang. Pendant ce temps, Lu Shu ordonne à Bellon de tirer immédiatement avec le canon Janko car ils attendaient depuis plus d'1 heure. La scène revient à Xiao Shui, qui continue de battre sa forme démoniaque car il ne croit pas en la réalité qu'il lui montre. Peu de temps après, il monte dans un bateau en bois. Xiao Shui, déçu, déclare qu'il mettra fin à ce monde de ses propres mains. D'un autre côté, Sansan est déjà blessé à cause des attaques répétées de Zhang. Il montre immédiatement sa plus grande force. Soudain, Sansan ressent de la douleur jusqu'à ce que son corps libère une explosion qui enveloppe l'endroit d'une épaisse fumée. De cette fumée émane la voix de Sansan, qui semble effrayé parce qu'il voit quelqu'un. Il s'avère que cette personne est Xiao Shui sous forme de démon et il salue Zhang en disant cela faisait longtemps. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que peu importe à quel point notre passé a été difficile, nous devons l'accepter. Laissons-le derrière nous et faisons de notre mieux dans le présent.